Alors, imposition non pas encore apocalyptique, mais eschatologique. C'est-à-dire pour la fin des temps, la fin du monde. Il y a un impôt qu'on appelle footprint. Voilà, le souverain, maintenant, pour rester souverain, doit imposer un impôt pour la fin du monde. C'est ça. Enfin, l'essence non avouée de l'article que j'ai lu, c'était extraordinairement admirable, de Shahin Kaya dans socialisme.org dans leur site. Alors, que dire, c'est le temps peut-être de payer les dettes, mais les dettes jamais payables, jamais acquittables. Il peut y avoir du blanchissement de l'argent, mais est-ce qu'il y aura un véritable effacement des dettes? Oui, en pratique, oui. En ce qui concerne les dettes financières. Comment ça s'espace dans l'espace et ça s'efface. Pas la guerre, après la guerre, même on peut remodeler les dettes et différer le paiement, etc. Donc, durée, ça se passe dans la durée, dans la praxis humaine, dans ce que nous appelons monde par nos appellations apostrophes et dans lesquelles nous sommes submergés, mais nous sachons maintenant que la fin physique, non pas spirituelle, c'est déjà peut-être plusieurs fois arrivé. La fin n'est pas si loin que cela. Et il y a une certaine conscience qu'on appelle conscience écologique, sans savoir le contenu véritablement écosystème, économie, oikos, nomos, la porte, la maison, le toit, la loi, et tout ce qui entre dedans et tout ce qui en sort, qui ne revient pas, qui fait retour, etc. Vous voyez, j'ai une tendance toujours métaphysique et que je n'étouffe pas et que je ne refoule pas. C'est ça, peut-être, comment éviter le refoulement et comment ne plus s'empêcher d'en parler clairement. Donc, toujours, mes termes sont devenus spéciaux, grandes limites, transgression de loi, etc. Et pourquoi pas en disant renversement, pourquoi pas la révolution aussi. Et pour revenir à l'essence des choses, l'argent finance, l'argent mode, qu'on appelle finance, et qui a tendance à se déplacer, à se propager pour chercher des colons, disons. Et non, pas seulement, bien sûr, au départ, c'est pas de l'argent qui s'est déplacé, mais physiquement. Il y avait un nomadisme, disons, d'abord des anges contre le voyage, circumnavigation, etc., pérégrination et pourquoi pas pèlerinage, n'est-ce pas? Et pourquoi pas commencer aussi par ce grand
dicton Drang nach Osten. Avanti vers l'Orient, car, maintenant la phrase exacte, le profit a une mauvaise tendance d'être baissé. Aucun profit n'est durable, aucun progrès n'est durable, rien n'est durable. Le monde en tant que tel devient phénoménologique et investi par nos pratiques historiquement chargées, maintenant oublieux de tout, est devenu sur une surface pleine, mais qui a une apparence encore vivante. Le monde même n'est pas durable. Donc, le profit, c'est-à-dire toute manigance que je vais ajouter comme concept échappatoire, c'est-à-dire une certaine tactique de guerre finalement des nomades, je suppose que non pas conquérir un pays, mais bien sûr pour élargir le champ de, voilà, je vais vous dire le mot qui est connu, Lebenswelt, en phénoménologie, le monde, la vie du monde, mais une talente vie en allemand. Mais il y avait un autre concept qui était utilisé par les national-socialistes que je connais la traduction en turc. Yaşamalanı, le champ vital, et que l'humanité puisse soit tranquille dans la Germanie. Mais cette fois-ci, il y a une idée d'expansion qui revient à ce dicton de Drang nach Osten, avanti vers l'Orient, y compris URSS. Voilà le point vital, l'élan vital de nazi. Et imaginons les années 30, au début, et depuis les années 20, avec une grande crise financière, économique, apparemment, j'en connais par lui dire, à Berlin, il y avait des jeunes qui voulaient partir en Argentine. En Argentine, pour recommencer une vie, parce qu'il n'y avait aucun futur. L'avenir, ni à Berlin, ni à Francfort, etc. Vous voyez la crise, l'état de crise que, aujourd'hui, chaque pays, et nous en l'occurrence, passe. Donc, le capitalisme passe des crises et comme toute l'humanité, dans son ensemble, et non seulement dans une durée de l'histoire accélérée qu'on appelle capitalisme doux. Alors, j'ai nommé, je suppose, le nombre de guerres, avant-guerre, après-guerre, la guerre, pendant la guerre, etc. Et ça touche à un moment de crise du capitalisme qui n'a pas de guerrois. C'est-à-dire qu'il y a un blanchissement d'exploitation, comme il y a blanchissement de l'argent, comme un blanchissement de la violence, il y a une violence blanche, il y a ce qu'on appelle Gewalt, c'est-à-dire la violence légale, usée par le souverain, par l'État souverain. Et qui donc
lieux, qui a donné des lieux extrêmement étendus et qu'on appelle les guerres mondiales. Maintenant, on use de moyens autres, mais toujours, disons, sous une nappe de souvenirs des crises antécédentes de la capitale, du capital, des capitales. L'argent, dit chose morte, et non pas cette fois-ci l'homme d'un grand homme comme à l'époque romain, qui est devenu en crise après la chute de l'Empire romain, l'argent même qui est tombé en crise et la crise de foi a commencé. Ça, on avait un peu effleuré, mais l'autre malédiction qui pèse sur l'argent, qui est devenu lui-même, cette fois-ci, intérêt, qu'on appelle finance, mais qu'on ajoute cet adjectif par max, morte. Alors que ça a une influence, une puissance sur le corps vivant, la vie nue. C'est ça. Ce que nous sommes, tant que nous sommes en vie, cette chose fantomatique pèse sur nous et ne se satisfait jamais par une loi inexplicable qu'il faut expliquer, qu'aucun profit, aucun gain ne dure et toujours a une tendance à baisser. Moi je comprends aussi que je comprends l'essence de l'argent, du capital comme substitut. En ce qui concerne les théories de l'économie libidinale, y compris cette théorie, échappatoire, c'est-à-dire une certaine façon de fuir des gens, décentraliser, fuir, partir, en expansion du monde, en exploitation, en exploration, trouver de nouvelles colonies et qui ne durent non plus. C'est ça, crise, praxis des hommes tels qu'on observe, tels qu'ils sont accélérés au sens kinésiste du terme, comme une scène cinématographique qui était dont Platon, Socrate avait fait une allusion. Montre-moi cette ville, comment ça marche, comment ça fonctionne, montre-moi comment les activités humaines se continuent et s'entrelacent dans ton discours, dans ton logoi, dans tes logoi, soit dissocié, le goï soit en dialogue avec nous, n'est-ce pas? Un commencement d'un dialogue platonicien. Donc, montre-moi la vie de l'esprit, notre champ requis, et non pas seulement notre pays natal, mais tout alentour, tout hinterland et jusqu'à outre-mer. Et venons maintenant au port d'Izmir. Là, il y avait un certain Qadi, un juge, bien sûr musulman, et comme il s'agissait d'une terre d'islam, et Qadi s'occupait aussi des affaires juridiques des étrangers. Cette fois-ci, il y avait apparemment un commerçant
anglais, il y a un consul d'Izmir anglais qui était en différent devant le juge. Et le consul, il est parti, il n'a pas reconnu le tribunal comme légitime. Ça, vous voyez, c'était avant la construction de les exigences des impérialistes, avant la construction des tribunaux qui concernent les affaires étrangères et dans lesquels les juges musulmans n'ont plus d'autorité. C'est ça ce que je voulais parler. Duyun Umumiye, c'est-à-dire protection des droits de ceux qui exploitent les terres en l'étranger. Tout ce qui concerne pour entraîner à sa dissolution un empire dont l'histoire a plusieurs étapes, n'est-ce pas? Que le capital ne dure pas, mais qui dure, passe au-delà de ses espérances de longévité, et encore moins la souveraineté ne dure pas, dont la forme est gardée et qui est toujours à s'assurer et qui devrait être à la service, bien sûr, public, donc en l'occurrence du capital, et qui devrait non pas corriger et réguler les revenus. C'est comme pressoir pour en extraire l'essence immeuble, je dirais, qui serait investissible. Alors que l'homme n'a pas une vie à nu, le monde n'est pas un globe terrestre, et tout se tourne autour de l'abord travail humain, l'effort, son sang, comme disait Karl Marx, son sang vif. Il est difficile d'en parler encore d'un sang qui ne serait plus entretenu par la protection non pas douanière seulement, mais santé. Et d'ailleurs, limitrophe veut dire d'abord une certaine isolation et purement épuration, purification ensuite. Et nous avons là un concept assez mixte de nation, millet qui substitue à la ümmet. À l'ümmet, un ensemble, une masse, une congrégation dissolue d'une poussière qu'on appelle la vie, comme une brise du soir ou une constellation dans laquelle une étoile meurt
l'autre naisse. C'est ça notre conception en parlant de blanchissement d'une certaine violence bien établie en moi de se blanchir, toujours en usant les voies juridiques, légales, légitimité, souveraineté légitime, violence légitime. L'homme, à la merci de tout cela, a une poche qu'on peut appeler un individu. C'est ça. À la fois son refoulement, à la fois sa seule manière d'exister, de se faire exister ou d'avoir semblance d'exister. Et c'est ça qui fait rupture et continuité de génération, hein? Comme substance justement, qui est ouvert à tous les revirements, justement environnement, qu'on appelle le capital. La force étant affaiblie, n'ayant jamais une perpétuité, renaissant toujours périssable, l'homme trouve une échappatoire technique. C'est d'utiliser l'être comme une ressource d'énergie, c'est cela, à peu près. Conclusion d'aujourd'hui, dans des états de l'appareil. Donc la résistance serait du côté des Turcs, des Iraniens, des Persans et des Russes depuis son hinterland, n'est-ce pas? Renforcer ou affaiblir, laisser autant de temps, pourquoi pas messianique. Alors, soyons sérieux, il y a quelque chose à ajouter à ce que dans mon discours qui manquait, peut-être de manière implicite, c'est l'impôt, imposition, impôt, tribut à payer, on en a parlé, mais l'essence de souveraineté, qu'il soit sous la forme du corsaire, des déserts, des passages de frontières, passages douloureux, toujours, n'est-ce pas, dépendant d'un impôt, d'un paiement, d'un virement, on disait l'autre jour, Subashi, n'est-ce pas, ce qui tient le coin de la rivière, de la fleuve, là où il y a des passages doux ou fluctueux. Et ceci dit que le capital, le cap du capital du souverain, ce qui se distingue par contre imposition, d'abord
bien sûr en force, en garderie, d'une citadelle au coin d'un fleuve, mais ensuite c'est imposition, n'est-ce pas, blanchissement, neutralisé d'un impôt qu'on nomme aujourd'hui dans une tournure, non pas de phrases, mais tout est phrasé, d'une civilisation encore dans cette crise de capital. Comment imposer des impôts? C'est ça la phrase philosophique. Positionnement de possession qui s'ensuit. L'impôt actuel qui s'imposerait, c'est footprint, c'est-à-dire l'empreinte de carbone, votre petite généalogie quotidienne qui touche à votre espérance de vie que vous devez payer, devoir. Pourquoi? Parce que le monde et le cap n'est pas soutenable, pas permanent, ni le profit. Alors, sans une imposition d'impôts, donc une surenchère des prix, des frais, calculés hypothétiquement, ajustés sur le prix actuel, ce sera votre impôt, soit que vous serez pénalisé, vous serez exclu. C'est ça. Apparemment, pour moi, l'aporie théorétique, pour vous, c'est l'actualité d'une charge et d'une surcharge. Le capitalisme se surcharge et tout en jouant sur la vie nue, c'est-à-dire respirer, aspirer, vivre, se balader. Et dans le temps, une époque, il y avait des déclarations concernant la liberté de voyager. C'est pour inclure, n'est-ce pas, vagabonde. Vous n'avez pas l'enfermer seulement dans la salpêtrière, pour ne pas gonfler encore. Agglomération urbaine, Paris, etc. Donc les bienheureuses bonnes intentions de la bourgeoisie qui toujours prévoit, puisque le profit n'endure pas. Il faut donc surveiller la privacité de la vie privée dans toute cette nudité, pour en trouver quelque chose, une occasion, soit concernant non pas seulement sa généalogie, son identité culturelle ou biologique ou sanitaire, propriété au sens de son propre introuvable, elle est encadrée sous une menace qui fait une barrière frontière, c'est-à-dire pénalisable. L'impôt n'est pas quelque chose de l'ordre de donation, encore pire,
bienfaiteur. Toujours. Perplexe là-dedans. D'abord, cette pyramide là où le fond de pyramide, cette fois-ci, n'est pas tout à fait bergsonien, mais on peut toujours renverser la chose. Le pyramide sociale, économique, socio-économique, là, le fond se dépossède de ses biens, non pas matériels, mais de ses biens le plus élémentaires, pour que le point qui touche à l'actualité, au fragment, du même pyramide, cette fois-ci non seulement Pharaon de Pharaon, mais de l'actualité qui aura la tendance à augmenter son profit en faisant déposséder le fond, la majorité. Alors, le fond, le point, cette fois-ci, non pas de méontologie, mais non moins effectif qu'une méontologie, soi-disant prévoyant la fin, encore une vision apocalyptique de la fin du monde, et non pas la fin de l'existence. Donc, une certaine persévérance dans l'être qui sacrifie la créature en tant que telle, cette fois-ci, en l'occurrence, l'humaine au profit de quoi? De la Terre, le globe terrestre qui est en menace. Menacé par quoi? Par une multiplicité. Multiplicité, c'est-à-dire main-d'œuvre, inusité actuellement en chômage, jusqu'à un certain temps paye, chômage constitutif, c'est-à-dire exclusion douce, qui je dirais, aborderait le sommet du triangle au nom de cette fois-ci encore d'une capitale accumulée, soi-disant accumulée, rien blanchie, c'est-à-dire effacer toute la trace violente et bien sûr qui est devenue inexplicable, mais dans la mesure d'être porté à la justice, sauf la scène de l'histoire, qui s'éclate non pas de manière programmatique, mais par un réflexe révolutionnaire. C'est ça qui est un grand trauma de cette conservatisme, toujours de l'autre hypocrisie ou de surface, parce qu'il n'y aura jamais de morale dans ces histoires sauf l'apparence, c'est-à-dire superficie des choses et d'apparemment et des problématiques telles qu'on a conçues, avancées, mais
au-devant des gens. C'est ça. Constitution d'un discours souverain à choisir. Alors, la pacifisation, ou bien, qui revient au même, la dépossession des masses, qui constitue le fond de la pyramide, vont faire, avec une certaine pratique par la souveraine, d'imposition immédiate, non pas selon le revenu, le gain immédiate, donc il est impossible de marchander, soit que vous subsistez en achetant l'alimentation et vous êtes acquitté de tous les impôts, c'est-à-dire vous payez en même temps, sans différer. Et la dépossession, mon père, avec une pacifisation qui revient à dire suppression de la service obligatoire, en l'occurrence public, en l'occurrence militaire. Service militaire dissolu pour donner, laisser sa place à une nouvelle et à la fois très ancienne élite des guerriers. Guerriers qui sera martyrisé d'une façon à une autre dans une guerre locale qui sera privilégiée. C'est la renaissance d'une nouvelle classe qui est ancienne, c'est aristocratie militaire. Donc la dépossession et la pacifisation des masses, mon père, donc avec une nouvelle naissance d'une classe privilégiée et également, bien sûr, dépourvue de ce droit, sauf rhétorique propagandiste, c'est-à-dire aucune militaire, disons, payé sur le long, qui ne vient pas donc d'une certaine éducation de base, d'où la suppression de l'école militaire, etc. Donc un certain, ce que nous appelons toplama, une sélection un peu à l'aveuglette des guerriers, c'est-à-dire parmi les plus démunis et incultes de la société, également des pacifisés, des possédeurs de ce bien, etc. Tu vois, l'imposition immédiate, c'est pas tellement nouvelle, mais dès que vous entrez dans une place où vous passez une frontière, vous payez les douanes, les forfaits sans frais. Mais la guerre commerciale, cette fois-ci, une nouvelle façade d'a fait beaucoup de blanchissement de la violence, des régimes disciplinaires qui sera révolu vers le système de contrôle, passe par un moyen très effectif qui est encore de l'ordre, bien que de l'ordre fantomatique, et qui correspond à quelque chose qui s'appellera le monnaie courant, c'est-à-dire, même si on n'arrive pas à toucher concrètement cette monnaie, se vaporise pour
se capitaliser, justement, centraliser dans certaines mains. Et pourquoi? Et quel rapport avec nouvel impôt un peu préventif ou bien discriminante ou qu'est-ce qu'on peut dire c'est pas détente, j'aille diriger. Mais bien qu'une nouvelle technologie, disons immatérielle, s'installe sans demander la permission ni l'avis, bien acceptée, qu'on peut résumer G5, mais cela a plusieurs aspects sûrement, beaucoup plus molécularisés dans la vie quotidienne moderne, qu'on peut appeler l'impôt de communication, pour l'exemplifier. Mais pour que la technoscience ou la technologie pratique d'industrie qui sert de cela fasse un certain saut, et cela a un prix, comme pour séjourner sur la Mars ou sur la Lune. Vous voyez, qui paye cela? Nos impôts. Et est-ce qu'on nous demande de la vie? Non, c'est pour les besoins désintéressés de la haute science qui s'applique ailleurs. Donc, au fond des choses, le monde devient inhabitable par un simple calcul apparemment statistique, disons la population ou une certaine, comment dirais-je, un contrepoids, une conséquence non pas tant inattendue des droits de l'homme. Finalement, on n'exploite pas physiquement les esclaves ressortissants de certains continents. On fait de sorte que tout le monde devient, par sa propre volonté, esclave ou bien une masse inerte dans le chômage qui est prêt à accepter n'importe quelle, soit imposition, soit discrimination, soit ouverture à mi-temps ou temps partiel à un travail en service de quoi? En service de quoi? En service de fabrication adaptable à de nouvelles technologies qui viendraient de la Chine. C'est ça, ce que nous appelons une industrie auxiliaire ou parallèle, Yansanai, qui a des connotations extraordinaires, qui enrichit notre langue en faisant, par exemple, dans les périphéries, les routes auxiliaires, les routes parallèles, Yanyo, Yansanai, industrie parallèle, secondaire, etc. Secondaire, et se concourir pour devenir un secondaire, un suppléant minime, ne serait-ce que minime, dans ces productions à l'aveuglette, et cette fois-ci à la merci, non pas des États-Unis qui se retirent derrière ses frontières, apparemment, avec la nouvelle déclaration d'impôt d'importation-exportation, pour se protéger contre la Chine qui viendra apparemment en 4 chevaux pour envoyer
un quatuor de renom si cher aux Français. Voilà, à peu près ce que on entend depuis quelques jours dans les mass médias, que je vous tiens au courant. Alors, il me semble que le mot en anglais escape a quelque chose à voir avec le cap, ex-cap, je dirais en français. J'utilise le mot échapper, mais c'est pas la même chose. Comment fuir, échapper le capital, pas le refus d'imposition immédiate. Apparemment, c'est limité à certains moments de boycott, si c'est pas durable. Mais c'était une idée par exemple, de Toro, que j'estime bien son romantisme et son sens de nature et l'écologie, etc. Mais l'idée vient de lui quand même, l'insoumission civile. Alors, tout en restant civil dans les limites de la civilisation, comment on peut faire de sorte qu'on n'est pas soumis, c'est ça, l'insoumission civile, c'est le livre de Toro. Alors, que je considère et estime son romantisme comme j'estime la poésie de Walt Whitman. Donc, l'Amérique avait ses ressources. En temps. Alors, je vois comme l'argent n'a pas d'odeur, pas de couleur, ce qui comme distinguer les divers capitaux qui sont dépendants de l'un à l'autre, qui ont tendance à la fois une baisse de profit et une certaine centralisation, c'est-à-dire une certaine obéissance, d'où la nouvelle culte, pour ne pas dire la religion, du capital. Comment échapper à cela? L'autre problème qui est encore plus essentiel avec le, déclin des États-Unis, c'est l'état des sciences, les académies, l'état actuel sous le régime de Trump, des académies extraordinairement attrayants, qui étaient attrayants, par exemple, bon, tout le monde connaît Harvard, Massachusetts, etc. Qui étaient quand même un centre d'attraction, une raison pour se déplacer, pour s'éduquer justement librement. L'éducation locale, quand elle faisait défaut, on se déplaçait, donc on allait ailleurs. Pourquoi pas aux États-Unis, Harvard, Yale, Californie. Alors, maintenant, il y a apparemment un défi lancé contre les universités célèbres des États-Unis, et ce qui va
ce qui va faire avec un certain déclin peut-être d'une éducation devenue centralisée au sens non pas local mais unifiée dans son essence et dans ses pratiques et qui ne nécessite plus se déplacer pour apprendre des nouvelles choses parce que le système, en ce qui concerne le contenu et la standardisation, le système académique américain, c'est par son expansion, c'est partout. C'est partout et c'est déjà local et facilement par son aspect squelettique pragmatiste applicable dans n'importe quelle localité. Donc il n'est plus besoin de se déplacer pour apprendre autre chose. Donc, mangez local et apprenez local. C'est ça notre retournement de contraire, une certaine perversion qui va perdre avec blanchissement, justement neutralisation de la science, soi-disant neutralisation, et aussi le secret de ce qu'on appelle réussite Chine, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, et qui n'a pas une spécificité pas chinoise, donc le capital, la technicité imitée, réitérable, qui change seulement d'amène. Ce qui était déjà théoriquement prévu, clairement écrit par Paul Valéry, n'est-ce pas, dans la considération sur le monde actuel. Voilà, qui est repris par Jacques Derrida dans son petit essai, n'est-ce pas, l'autre cap. Cap, escape, cap, prendre le cap, l'autre cap, qui est le cap. On est dans n'est-ce pas, cercle tellement vicieux que on ne peut ni pleurer l'un côté, ni applaudir l'autre côté. C'est un immense cercle vicieux, renfermement et renfermement renforcé, encore plus, qui nous rappelle quelque chose quand même, en ce qui concerne au moins deux grandes guerres mondiales, dites mondiales. Voilà, triste. Il y avait sûrement avant la Première Guerre mondiale des États proxy, substitut, pour ne pas dire l'intermédiaire, médiateur entre les grandes puissances. Je parle de la Belgique. Le rôle dessiné pour sa royauté, ne serait-ce que pour le partage de l'Afrique, n'est-ce pas, entre grandes puissances. Qui sont-ils? Alors, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Alors, dans le nouvel partage, alors qui sera l'intermédiaire, plus on agrandit l'échelle, alors ce ne sera plus l'État, mais ce sera peut-être la communauté européenne, pour ne pas dire l'Union européenne, qui a échoué. Entre quoi? Voilà, on va voir. Mais n'importe quel
pays régionalement importants, etc., un lieu de passage, Bosphore, etc., comme la Turquie, qui, est, qui a pris des blessures mortelles après la Première Guerre mondiale, qui, par sa rhétorique de après construction, se présentait, n'est-ce pas, comme un lieu de passage, etc., qui a donné lieu à quoi? À une grande trafic d'influence, apparemment à l'augmentation d'une influence de l'Israël, apparemment. Par proximité, tous les autres pays, soi-disant arabes, y compris saoudiens. Maintenant quoi? L'intermédiaire, par sa définition, l'intermédiaire devrait être le lieu du neutre, n'est-ce pas? Le lieu de détente. Alors que on surcharge le neutre par des devoirs extrêmement importants, disons comme le Congo, n'est-ce pas? Et les lieux où le point d'influence sur lequel on a des conflits, on laisse pour un certain moment à des puissances dites régionales. Voilà, ça, pour nous renouer avec nos problèmes d'antagonisme et de retournement de contrat et pourquoi pas le rôle du neutre et du médiateur qui aura non pas seulement une aspiration vers Nirvana et bouddhisme, mais un différé dans le temps. Pourquoi? Pour disséquer, pour diviser encore mieux, pour ramasser dans un ensemble en flagration. Dans le contrepoids sera contemplable dans des constellations stellaires. Voilà. Et il faut parler quand on parle de la couleur, il faut penser aussi à l'influence iranienne, bien sûr, l'autre part, influence de rien du tout, c'est-à-dire, pour ne pas dire les choses comme ça, mais un blanchissement vrai, cette fois-ci, ressortissant de l'Afrique de plusieurs siècles et habitant le continent Amérique et etc. Pour ne pas parler de l'Amérique latine et l'influence du monde latin, etc. Ce matin, alors que je pensais ce matin très intensement, dans un moment très court, Muhyiddin Arabi et son système, disons, méthodologique hermétique, qui est approché par certains à celle de Hegel et de Husserl même. Donc, mais pas
À mon avis, c'est plutôt, il faut penser à une certaine néoplatonisme de Platon, un certain Aristote aussi, pour hiérarchiser tous les sphères, puisqu'on parle de l'existence ou de non-existence du progrès, comment évaluer chaque instant, chaque révélation. Voilà le mot magique, la révélation, apparition, phénoménalisation dans un espace-temps, et comment l'interpréter, soit comme intermédiaire, comme passage, mais qui, vers où, n'est-ce pas? Et où est le dessous et où est le dessus? Comment escalader ou comment véritablement accepter dans sa totalité toutes les révélations, sous la figure bien sûr biblique chez Mouhittin Arabi, et non pas sur les événements, mais qui concerne ce qu'on appelle anecdote, qui est profondément de la littérature et, disons, de l'allégorie, pour simplifier la chose, et de méthonisation et de l'herméneutique d'une science, de logos finalement. Et qui passe par la réalisation, soit moindre, soit minuscule, soit majeure, des brisures, des divisions et des liaisons. Voilà une pensée de sérialité aussi. Chez Mouhittin Arabi, qui ne sera pas, qui rendra compte de la négativité entre guillemets, au sens hegelien, mais qui ne sera pas hegelien, mais qui sera encore plus accroché à la fois à l'infini, à la fois, n'est-ce pas, à l'absolu. Ça, il faut reconnaître qu'on parle d'une philosophe finalement théologue très classique. C'est-à-dire ontothéologie bien sûr. Quel rapport avec notre sujet? C'est pour évoluer, chercher un système de pensée, une exquise d'évaluation, alors qu'on parlait tout simplement d'imposition et de rôle du souverain. Et bizarrement, de pratiques tellement ridicules comme, pour citer les nouvelles expressions, hasta garantie hastane. Les hôpitaux, construction et d'investissement dans des bâtiments hospitaliers, non pas avec ses propres ressources, mais en prêtant l'argent et donc en donnant en gage à l'échange une garantie. Quelle garantie? Le malade. C'est ça. L'esprit ridicule, contre-ridicule, qui était utilisé auparavant avant la construction urbaine des hôpitaux de ce système capitaliste en Turquie. On utilisait toujours dans les 20 dernières années pour les ponts et chaussées, pour les constructions gigantesques dont les ressources manquant. Donc
on s'adressait à des, non pas à des prêteurs, comme il y a 30 ans, mais une activité en cours, en l'occurrence la construction d'un pont gigantesque, extraordinaire, etc., qui traverse le Bosphore, Dardanelles, etc., mais avec pas l'autorité locale, disons, donc la souveraineté locale, qui était toujours dépendante, soit dans l'imposition d'impôts, soit dans toutes les pratiques, mais avec rhétorique locale, les couleurs, musique, etc. Geçiş garantili köprü. Voilà comment traduire le pont dont le passage est garanti par ce qui est prêteur, l'État souverain local. Voilà. Pour moi, c'est le comble du ridicule, mais ce sont des pratiques de différents autant le prêt et commencer dès le début à imposer. Donc, ce sont des précédents de cette nouvelle impôt qu'on appelle impôt de footprint qui contiendra donc les frais de charge de consommation de carbone. Toujours, n'est-ce pas, on est dans la logique de fin du temps et de eschatologie, et donc une écologie suppléée, annexée par, cette fois-ci, figure du souverain. Le rôle au départ de la Chine aussi était comme ça. Tout étant sujet à toutes les critiques, la Chine était vue, acceptée par les autres centres de capitaux comme un pays qui produit, qui peut polluer le monde et qui peut être criminalisé par les restrictions douanières, etc. Là, ça n'a pas marché parce que le prix était le prix de leurs produits parfois avec les travailleurs non adultes, exploitation de temps de travail et des prisonniers, etc. C'était banni. Mais cette fois-ci, il y a n'est-ce pas, une entrée renforcée de produits chinois qu'on ne pu renouer ni l'accès, sauf cette annexation des idées contre finalement l'essence de la production capitaliste qui était l'écologie, qui est annexée par le grand centre de pouvoir. C'est ça que je voulais dire. Annexation et des idées, disons, nouvelles. Voilà. Même si ça n'a pas encore retournement de contraire, mais qui
qui est quand même dans cette voie de retournement de contrat, pour ne pas laisser aucun point adéquat aux objections d'idées qui représentaient une école et une vision écologique du monde contre le pouvoir capitaliste dans plusieurs divisions politiques de pays civilisés. C'est ça qui est en cours. Maintenant, effacer toute distinction pour pas une absorption du contraire dans son intérieur, donc toute critique, toute négation est au prix d'une négativité encore plus profonde à part. Alors, en guise de non-conclusion provisoire, je conclurai toujours avec mes rêves matinales. D'une part, c'était Muhyiddin Arabi, et d'autre part, c'était Majid Ahmed, donc littérateur classique du monde oriental. Je ne suis pas sûr qu'il est turc, donc il a écrit un livre qui s'appelle Kabusname, justement. C'est le livre de cauchemar qui connote notre rêverie. Alors, pourquoi en guise de conclusion, après Muhyiddin Arabi, quel rapport avec les épiphanies, cette fois-ci non pas hegelienne, qui est la nôtre, peut-être, notre condition de non-substance, comment dirais-je, désubstantiée de notre état de postmodernité. Alors, quel rapport? Ce qui m'avait retenu dans ma lecture de Majid Ahmed, c'était une sorte de conseil de la vie quotidienne quand même essentiel qui concerne le genre de l'être humain, femme et homme, et le sujet serein, c'est-à-dire l'adresse de la parole. Le livre d'ailleurs est écrit pour le prince, donc le livre de Majid Ahmed, c'est une sorte d'équivalent de prince de Machiavel, et non pas pour exceller dans la manigance des affaires de gouvernement, mais dans la vie quotidienne et dans l'épanouissement d'une vie, disons. Donc, ce qui m'avait retenu, c'était son dicton, précepte moral, adressant au prince, par définition l'homme, alors, donc adressant à l'homme un conseil de prudence qui concerne strictement l'économie libidinale. C'est ça notre sujet d'ailleurs, en contraste avec l'économie restreinte, une économie générale, mais assez saisonnière. Donc il disait exactement à peu près, d'abord en tout cas. Yaz mevsiminde kızlara yanaşasın, teni serin olur. Soğuk mevsimlerde oğlana yanaşasın, teni sıcak olur.
Donc dans les saisons chaudes, au mois d'été, tu auras une tendance vers les filles dont le teint sont assez frais. Et dans le temps hivernal, dans les mois d'hiver, tu as une tendance vers les garçons plutôt, dont les teints sont assez chauds. Oui, hein? La chair en question et qui concerne une économie, un partage libidinal entre les sexes qui concernerait, à mon avis, une certaine désubstantialisation des genres dans notre époque et qui connote quand même à peu près avec notre propos en ce qui concerne. Comme l'argent n'a pas d'odeur, mais le teint a une certaine odeur et une fraîcheur et une certaine degré, différence de degré de chaleur, froideur, tiédeur. Oui, extraordinairement intéressant. L'ancien paradigme de choix et de décision du soir. C'est ça qui est aussi apparemment inhibé. Disons que c'est un livre de sagesse qui concerne ni la philosophie, ni l'économie politique, ni l'art de gouverner, mais de vivre bien ou bien vivre ensemble. C'est ça le choix d'écriture d'antan. Dans le temps qu'on peut appeler non historique et cyclique, saisonnière. C'est ça.